bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette toute première interview immortelle. Et pour cette grande première, je suis très heureuse et même honorée de recevoir un des tout meilleurs joueurs français, mais aussi un des plus sympathiques, Laurent Fraissinet, bonjour. Merci Yosha. Et comme tu as vu, on n'est pas chez moi, on n'est même pas dans les locaux de Chess 24, mais dans les magnifiques locaux d'Immortal Game qui nous font le plaisir de nous recevoir et en plus de nous mettre leur matériel à disposition, vraiment aux petits soins. Donc merci à Immortal, aux dirigeants et à toute l'équipe. Et donc Laurent, on va s'intéresser à toi, à ta carrière. Et tout d'abord, j'aimerais comprendre ce destin assez improbable qui était le tien, parce que tu es né un 30 novembre 1981, 9 ans jour pour jour avant un certain Magnus Carlsen. Et en 1981, la France est bon, peut-être plus un désert échiquéen, mais pas trop loin. Le champion de France et le meilleur joueur français, c'est Jean-Luc Serret, qui n'est que maître international. Spoiler, tu vas devenir toi grand maître international. Et le meilleur joueur du monde, c'est plus Bobby Fischer, qui ne joue plus depuis 1972, mais Anatoly Karpov, qui n'est entre guillemets que 2700, au moment de ta naissance, donc en 1981. Spoiler, là encore, toi tu vas dépasser cette barrière des 2700. Donc comme ça, on pourrait se dire, mais peut-être qu'il est né dans une famille de joueurs et de joueuses d'échecs, ses parents sont entraîneurs, et puis il est peut-être né à Paris, là où il y a plein de grands clubs. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Ouais. En fait, pas du tout. Donc, avant que tu nous racontes ta découverte du jeu d'échecs, est-ce que tu peux nous dire ton enfance et le contexte familial dans lequel tu as grandi avant justement cette découverte? Enfance tout à fait normale dans une petite ville, comme tu l'as dit, de province, charmante, mais Donc, qui est Dax, Dax, oui, dans les voilà, Landes. où effectivement dans les Landes, où il y a beaucoup de rugby, beaucoup plus que d'échecs, donc enfance, je crois, tout à fait banale pour le coup. Mais c'est vrai que j'allais en vacances chez mes grands-parents en Auvergne, et je jouais aux dames avec mon grand-père. Alors, ça peut paraître bizarre. Mes parents étant pas du tout joueurs, il n'y avait pas de club de dames à Dax, et ils se sont dit, bon, les échecs, ça doit ressembler. Il trouvait que j'avais le sens du jeu, mon grand-père. Voilà, il trouvait Ok. qu'il m'avait appris à jouer, et il se trouve que je me débrouillais plutôt bien. Je ne sais pas si je le battais ou pas, mais en tout cas, je me débrouillais bien, et ça me plaisait, en fait. La démarche d'être devant un plateau, de réfléchir et de jouer, et cette réflexion me plaisait beaucoup. Et donc, ils ont décidé de m'inscrire au club d'échecs de Dax. Mais j'ai T'avais commencé, quel âge? j'avais 8 ans. Mais D'accord. quelques mois avant, j'ai commencé le tennis. Moi, j'adorais le Ah. tennis aussi. Et Et le rugby, c'est obligatoire? le rugby, j'avais fait à l'école. On m'a forcé à jouer. J'étais ailier. Donc, ailier, Oui, c'est ouais. celui qui est censé finir les actions, courir à la fin, parce que j'avais pas Oui. la carrure pour faire mieux. Et donc, j'aimais beaucoup le tennis et les échecs. Et en fait, à un moment, j'ai dû choisir. Et j'ai choisi, pas par goût malheureusement des échecs, parce que j'adorais les deux, mais Mhm. je perdais tout le temps au tennis et je gagnais tout le temps aux échecs. Ah oui, Voilà, c'est comme ça. forcément. Donc, effectivement, mon esprit de compétiteur a fait que je me suis, finalement, les week-ends, je me les suis aménagés pour jouer aux échecs. Et voilà, de fil en aiguille, il n'y avait pas grand-chose, mais il y a quand même quelques tournois, notamment des rapides. Toutes les semaines, il y avait le club ouvert quand même. Et donc, effectivement, c'était quand même possible. Voilà, c'était pas facile de devenir grand maître. Et d'ailleurs, je suis le seul. En fait, je suis toujours le seul grand maître landais. Donc, ça prouve, je pense, que c'était Oui. pas Il, évident. C'était pas. il vaut mieux être né en Île-de-France ou en A PACA priori, oui, les statistiques ou dans l'Est. semblent Ouais. démontrer ça. Mais le fait qu'il y ait des tournois, qu'il y ait des gens qui organisent, qu'il y ait un club, voilà, moi je suis allé au club d'échecs de Dax et Il y a des noms de ouais, personnes ben, il y envers qui tu es a, reconnaissant? oui, alors il y a Alain Morat qui joue toujours, qui est au club de Nîmes, qui alors lui était le président du club et m'a accueilli et m'a appris à jouer aux échecs tout simplement. Il m'a appris la marche des Génial. pièces. Euh, voilà, je pense à Christian Cazenave, alors ça c'est un truc de landais, hein, mais il a joué 50 ans aux échecs. Mhm. Voilà, à d'autres. Et aussi ce coup de bol, un petit peu qu'au même moment, en fait, j'aurais probablement pas continué si au même moment il n'y avait pas eu d'autres jeunes
parce que c'était quand même un club quand même de retraités, Mhm. soyons très clairs. C'était des retraités. Et donc, on était un groupe de 4 ou 5 jeunes où on s'entendait très bien. Et on allait faire les tournois ensemble. Et il y en a qui jouent encore? Oui, il y en a qui jouent encore. Il y a Thomas Pasquier qui joue encore, qui est un Toulousain qui a 2300 Elo. Les Ok. autres ont arrêté, mais ils ont atteint 1900-2000. Thomas, d'ailleurs, on faisait beaucoup de blitz. Et Oui, oui, je ne donc jouais il y a... pas, je jouais pas forcément mieux que lui. J'y croyais peut-être un peu plus. Il avait 2 ans aussi, j'ai des opportunités que j'ai eues parce qu'on jouait à peu près pareil, mais j'avais 2 ans de moins. Donc ça fait que Oui. je gagnais chez les jeunes et lui, il finissait dans les 10 premiers, mais il Mhm. ne gagnait pas. Et donc après, ça permet évidemment de jouer des championnats du monde jeunes, d'avoir plus de tournois. Et donc, bon, voilà, tout simplement, j'étais plus jeune. Mais ça a joué beaucoup parce que j'y allais aussi pour le contact social. Oui, Je me suis fait des copains, quoi. oui, bien sûr. Voilà, Ouais. donc j'y allais, je m'amusais bien. En fait, on jouait au foot, on faisait d'autres trucs, et on jouait évidemment les échecs, c'était la majorité, mais on s'amusait bien, et donc Ouais, voilà, donc c'était un tout. t'es tombé à la fois amoureux du jeu, mais aussi amoureux de l'ambiance en tournoi et des joueurs, enfin de la grande famille de joueurs et de joueuses d'échecs. Exactement, C'est ça. exactement, et aussi de mon club auquel je suis reconnaissant. Après, j'ai regardé plus tard, il y a eu beaucoup de. Là, ça a repris, là, j'ai regardé récemment pour voir au club de Dax ce Ouais. qui se passait. Et là, après le Covid, du coup, il y a eu d'autres jeunes, mais il y a eu une période où ils étaient licenciés parce qu'ils n'ont pas su. Évidemment, il y a Ouais, bien personne sûr. qui. Il y a des cours le samedi, mais et encore des cours. Quand nous, on avait des cours quand ils venaient, c'est un bénévole, bah, parfois ils venaient et parfois ils venaient Ah ouais, pas. Hein. mais c'est très intéressant de voir à quel point ces dirigeants, dirigeantes de club, tous les bénévoles ont un impact énorme sur la carrière. Enfin, comme tu l'as dit, tu n'aurais pas eu cette carrière Ah, bah, il n'y avait pas s'il n'y avait pas de. eu, Oui. s'il y avait J'aurais pas eu simplement ces arrêté, dirigeants. Ouais. probablement. Ouais, bien sûr. Oui, voire même pas commencer vraiment. Ouais. Tu aurais joué aux dames. Bah, T'aurais si joué on aux m'avait pas dames. accueilli dans le club d'échecs en m'apprenant à jouer aux échecs, Ouais. bah, j'aurais eu un problème, oui, effectivement. Hein, s'il n'y avait pas eu quelqu'un qui a pris 1 heure ou 2 heures pour m'apprendre les règles. Mais alors, donc on a pas mal parlé des Landes, mais il me semble que assez rapidement, alors dis-moi à quel âge, tu as été aussi accueilli à Paris, enfin au club Sardes de Caysa. Ah non, ça c'était plus tard. C'était bien plus tard C'était encore? bien plus tard. C'était déjà quand j'étais grand maître et que. Ah, En fait, moi seulement. j'ai joué pour le Ok. NAO, le Paris NAO, NAO Caïssa. Et donc c'était bien plus tard dans Mais ma c'était carrière. seulement une fois grand maître. Une fois grand maître, oui, oui, Ok. j'ai quitté, j'ai changé de club assez rapidement parce que 14-15 ans, mais 13-14 ans, je ne sais plus exactement, mais j'ai joué à Pau pendant 2 ans parce qu'ils avaient une équipe à National 2, ils me proposaient des choses et ils me proposaient de m'aider parce que c'était compliqué pour moi. Il faut savoir que par exemple, Et quand bien je sûr. suis allé à on va en parler plus tard, mais je suis allé à mon premier championnat du monde jeune, un des défauts d'être dans un club comme ça, c'est que, et la fédération à l'époque ne payait pas les billets. Donc Mhm. moi j'ai failli pas y aller. Oui, En oui, fait, c'est. la fédération à l'époque, c'était vraiment un très amateur. On jouait beaucoup dans les bars, des ambiances enfumées, etc. Donc, c'était pas le bon moment pour être Ouais. un espoir. C'était au Peut-être pas le Brésil. pire non plus, mais C'était au c'était. Brésil. Mes parents, ma mère en tout cas, voulait enfin, c'était normal que j'ai un accompagnateur. Donc en fait, c'est le quartier qui c'est mon, Oui. c'est l'association du quartier qui a trouvé des sous pour que j'y aille. Ok. Donc sinon, je n'y allais pas non plus. Donc c'est quand même assez incroyable ce qui s'est passé. Donc j'ai joué à Pau. Et ensuite, je suis parti en top 16, N1 à Drancy, 2 ans. Et ensuite, j'ai fait des rencontres formidables dans ma carrière à Montpellier avec Jean-Claude Loubatière, qui était président de la fédération, alors qu'il n'y avait pas encore les moyens qu'il y a maintenant, mais Ouais, qui était un passionné. bien sûr. Loulou. Ouais, loulou pur et dur. Et c'est vrai que j'étais un peu, c'est ce qu'on m'a dit plus tard, et je le sentais que j'étais un peu son protégé. Voilà. Il m'adorait je sais pas, peut-être parce que je venais de Dax, j'en sais rien. Mais en Ouais. tout cas, il se trouve que voilà, j'ai été pendant 4 ans à Montpellier et j'ai fait une belle rencontre avec cette personne dont je retiens, en tout cas ce que j'ai appris de lui, c'est que c'est son optimisme sans faille. Voilà, Oui, et puis il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Voilà. Donc, et ça m'a même formé en tant que personne. Voilà, d'avoir quelqu'un comme ça qui. Non, mais t'inquiète pas, on va trouver une solution. Voilà, il faut raisonner comme ça. Et donc, c'était une rencontre très importante aussi. ouais, et puis une dévotion extraordinaire au jeu d'échecs. Hein. Il a présidé la FFE jusqu'à son lit de mort. Exactement. Moi, il m'appelait Donc, pour arranger la Coupe de France depuis son lit de mort. Je lui demandais des nouvelles, il me disait que tout allait bien.
évidemment. Et voilà, donc c'était triste Ok. aussi, mais c'était vraiment Ouais. sa passion exclusive. Ouais. Bah, encore une belle rencontre et puis une personne envers qui tu peux être reconnaissant. Donc ouais, c'est très intéressant de voir à quel point tous ces dirigeants t'ont impacté, quoi, hein, comment ta carrière aurait pu prendre un tout autre virage s'il n'y avait pas eu ces personnes. Tu avais commencé à évoquer les championnats du monde, jeune évidemment. Peut-être tu peux nous raconter tes premiers succès là-bas? Alors j'ai eu d'abord des succès, j'ai eu la chance de découvrir ça en fait. Moi j'ai jamais été très bon pour les premières tentatives. Donc mon premier championnat départemental a été Ouais, un désastre. Après, j'ai gagné et je suis allé au championnat de France, ça a été un désastre. Et ensuite, j'ai terminé deuxième au championnat de France. Donc, j'avais ok. déjà découvert l'ambiance un petit peu c'était les championnats d'Europe. À l'époque, c'était très Mhm. strict. Le deuxième allait au championnat d'Europe, le premier il allait au championnat du monde. J'ai fait 2 fois deuxième au championnat de France et j'ai découvert cette ambiance des championnats d'Europe. Et donc, le premier titre que j'ai eu, donc c'est vice-champion du monde en 95, donc au Brésil, le tournoi que j'évoquais. Au- Derrière, Derrière Gaprindashvili, donc qui est maintenant grand maître géorgien. ouais. Mais qui a Euh, moins bien fini, ouais, parfois. qui a pas fait ouais, donc qui a été grand maître, mais Oui, pas plus, quoi. Voilà. Voilà, mais c'était déjà bien sûr. inespéré, en fait. Et c'était l'année où Étienne Bacro j'étais vice-champion du monde des moins de 14, il était champion du monde des moins de 12. Mm. Donc on se débrouillait plutôt pas mal chez les jeunes, vu qu'il n'y avait pas les moins de 16, moins de 18. Enfin, on a gagné et Marie Sebac, je crois, a fini troisième. Donc on a fait pas mal de. On était une délégation de 6, 3 podiums. Ouais, Bon, donc toi, tu es né en 81, Bacro né en 83, Marie Sebag né en 86. Euh, euh, non? j'aurais dit 85 moi, mais bon, je Ah suis pas sûr. d'accord, on fact-checkera ça, Ouais, bon, mais je crois. 86, donc ça veut dire qu'elle jouait en moins de 10, mais alors elle avait un an d'avance, ouais, d'accord, Ouais. c'est possible. Mais donc pour en revenir aussi à Étienne Bacro, bon, avant vous, il y a eu Joël Lottier. Ouais, Donc lui, si je ne m'abuse, né en 73. ouais. Euh, Quelle était ta relation avec et Joël, ton aîné, et Étienne, ton cadet? Est-ce que c'était d'une certaine manière difficile de vivre dans leur ombre, au contraire stimulant et émulant de vivre cette enfance échiquienne avec eux parce que c'était, enfin, vous êtes tous les trois les premières vraies stars françaises depuis au moins les années 50, sans Ouais, doute. alors Joël, c'est pas pareil parce que Joël, il est quand même. Je veux dire, je suis vice-champion du monde de moins de 14 ans en Oui, bien 95. sûr. À 94, il bat Kasparov, il fait son Oui, bien sûr, tournoi, il évidemment. fait un tournoi extraordinaire, donc il était déjà un des tout meilleurs joueurs du monde. Donc là, c'est différent. C'est plus tard où on a été Les rivaux. rivaux et même comme on habitait tous les deux à Paris, on a quand même passé du temps à analyser, donc c'était Mhm. toujours intéressant. Avec Étienne, il était tellement fort, tellement jeune. Et il a battu Un petit côté insupportable, ouais. le record, le record détenu par Judith Polgar, je crois, Peter Leko, entre-temps. Peter Leko, Judith Ouais, Polgar, Bobby Fischer. Enfin ouais, bon, il y avait que ouais. des. Donc il l'a battu à 14 ans, donc c'était en 97. Donc en fait, il n'y avait pas vraiment de. J'ai mis un peu plus de temps à arriver à ce niveau-là. Euh, Après, Étienne était beaucoup plus fort que moi au début disons, fin des années 90, début des années 2000. Donc c'était motivant évidemment pour essayer de le rattraper. Et d'ailleurs, c'est ce qui Ouais. s'est. Plus tard, même, je suis passé devant à des moments. Mm. Même s'il a eu un pic Elo top 10 mondial, donc plus élevé que moi. Ça a toujours été stimulant. Et puis c'est aussi des coéquipiers. Donc c'est-à-dire quand. Oui. Bah, J'ai d'ailleurs, vous j'ai jouez beaucoup encore joué, ouais, dans le même cadre. on Oui, joue encore, et même dans les top 16. On bien trouvait sûr. ça amusant qu'il soit au 1, et moi, Oui. où j'étais au 1, il était au 2, enfin on jouait à côté. Et il me dit, Ouais. ah, ouais, je veux bien jouer à côté de toi. Tu bouges pas beaucoup. Ou alors il doit être habitué à mes. Parce que c'est vrai qu'il y a des joueurs très nerveux, donc c'est bizarre, parce qu'on joue sur l'étape de 2, donc il y a 2 échiquiers. Et c'est vrai quand on a un coéquipier qui remue beaucoup, bah, c'est un peu, Ça peut être stressant quand même. un peu Ouais. stressant, on ne peut pas trop lui faire de remarques parce que c'est quand même notre coéquipier. Et donc voilà, donc on a été plus coéquipier que. Enfin non, avec Bacro, j'ai joué tellement de matchs que. Donc on se connaît par cœur, mais Ok. non, ça a toujours été une motivation
d'être meilleur, mais je me suis jamais cantonné à essayer d'être simplement. Voilà, on avait des objectifs plus hauts, voilà, par exemple comme la Coupe du Monde, ce genre de choses. Ok. Il y a un autre point que je voudrais aborder, toujours dans le cadre de cette enfance et cette adolescence, c'est la chute du mur et la dislocation de l'URSS qui est arrivée dans ton enfance. Et donc, avec ça, sont arrivés en France plusieurs grands maîtres. Évidemment, on pense à Joseph Dorfman ou à Anatoly Weisser. Euh, Est-ce que ça t'a apporté, ça devenu de nouveaux joueurs, de nouveaux entraîneurs? Est-ce que tu en as profité? Est-ce que là aussi c'était stimulant de voir débarquer dans cette France qui était un peu désertique du point de vue chiquien? Alors, il y avait Bachar Kotli, il y avait Olivier René qui venait de devenir grand maître, mais moi, la France a été aussi forte grâce à ces nouveaux joueurs. Toi, tu en as profité? Alors, j'ai jamais pris de cours avec eux, pour la bonne et simple raison que mes parents ne pouvaient pas se le permettre. Ouais. Mais par contre, j'ai joué avec eux. Donc ça, évidemment. Évidemment que c'était toujours très intéressant de jouer, de discuter, de parler échecs et avec les plus forts joueurs. Alors, effectivement, moi, je ne me rendais pas compte que c'était un désert échecien. On va arriver. C'est vrai que, oui, moi, quand j'ai commencé vraiment à jouer des tournois d'envergure nationale ou internationale, ils étaient déjà dans le paysage. Donc, je ne me suis pas rendu compte mais évidemment que d'avoir des gens comme Yossif ou Anatoly dans les championnats de France, par exemple, évidemment que ça crée une autre ambiance plus professionnelle. On voyait qu'ils se préparaient différemment, qu'ils jouaient différemment. Et donc, effectivement, jouer contre des forts joueurs, c'était intéressant. C'est un peu plus tard où j'ai découvert vraiment, où j'ai pu travailler avec des joueurs soviétiques et voilà, voir leur façon de procéder. Et notamment? Notamment avec Razouvaev, où j'ai eu, avec Kaïssa Nao, à l'époque, où j'ai eu la chance. Donc là, tu avais quel âge? Là, j'avais déjà 20 ans, donc j'étais déjà grand maître. Ok. Donc rappelons ton titre de MI. Donc MI 98 et grand maître à 18 ans en 2000, voilà, juste avant mes 18 ans, juste avant mes 19. Et donc, j'ai eu juste après, parce que j'ai eu 2006, j'ai rejoint le NAO, donc qui a été 2 fois champion d'Europe. Et on a été 4 fois champion de France, donc c'était la meilleure équipe française et il y avait beaucoup de moyens à disposition, où j'ai eu notamment des stages avec Razouvaev, mais j'ai eu des stages avec Spassky aussi, ou les deux. Ouais. Donc rappelons pour celles et ceux les plus jeunes qui ne connaîtraient pas, donc il y a le cercle parisien historique Paris-Caïssa, donc fondé par une des meilleures joueuses françaises, Jeanne Le Tébaylis, qui a été ensuite repris au décès de la fondatrice par Madame Chaudet, et qui ensuite a été repris au décès de Madame Chaudet par une troisième dame, Madame Naël dont les initiales NAO. Donc elle a renommé le club NAO. C'était Nao Kaïssa, je crois. Paris Nao Kaïssa, je ne sais pas. Oui, il y avait du Nao Chess Club aussi. Ah oui, il y avait du Nao Chess Club, c'est vrai. Oula, oui, c'est le Nao Chess Club, mais donc, c'était une milliardaire dont l'argent a beaucoup profité à énormément de joueurs, notamment français avant tout. Donc, tu en as fait partie. J'en ai fait partie. J'ai eu la chance de vivre cette belle aventure où on avait des stages un peu quand on voulait. On a eu des stages avec Zvoretsky, mais de groupe. Donc les entraîneurs, tu as nommé Spassky, Razouvaev, alors Zvoretsky, c'était avec tout le monde. Et les élèves, c'était qui? On faisait des stages. Alors les élèves, c'était Lotier, Bacro, Nataf. Karyakin s'est pointé à des stages à Paris, Radjabov. Voilà, il y avait des jeunes joueurs aussi étrangers qui faisaient partie de l'équipe. Et Maxime, il y avait Maxime. Très jeune. Alors Maxime, je crois pas. Moi, Maxime, je lui ai donné des stages par contre. Je lui ai donné quelques stages au NAO. Voilà, on faisait ça, je sais pas, je devais faire ça 2 fois par an. Hein. C'était pas énorme. Mais Maxime, il s'entraînait plutôt avec Auchard, je pense. Et donc, il venait pas au stage. Mais par contre, Razouvaev et Spassky, c'était que pour moi. Là, pour le coup, c'était en tête-à-tête. Et je les avais les deux. Voilà, ils s'entendaient bien. Donc Razouvaev, qui était ancien entraîneur de Karpov. Oui, un des pendant les matchs. Même, oui. Ouais, pendant les matchs.
Et donc à l'ancienne, et Spassky évidemment, qui est le champion du monde, Oui. le 10e champion du monde, qui a perdu, qui a joué ce match du siècle en 1972 contre Bobby Fischer. Donc voilà, il avait plein d'anecdotes à raconter. Puis J'imagine. effectivement, quand on se préparait pour les tournois, c'était une autre façon de voir de voir les choses, et c'était intéressant, Razouvaev. Oh, c'est parce qu'il était là pour bouger les pièces. J'avais un ordinateur, ça l'amusait. Il dit montre-moi le coup de mettre l'ordinateur. Oh là, c'est formidable. Et voilà. Et donc, mais Razouev, c'était plus. Il m'a donné une dimension plus psychologique à ma préparation, où je faisais pas. C'est vrai que je regardais ce que je faisais, voilà, je faisais mes ouvertures, et donc d'essayer d'un peu mieux cerner mes adversaires. Voilà, donc ça, c'était un peu sur le tard finalement, malheureusement. Voilà, ça c'était une rencontre. Ok. Si j'avais voulu aller plus haut, je pense que ça aurait été bien de la faire Oui. plus tôt. Mais Bien bon, sûr. c'est comme ça. J'aurais peut-être été moins réceptif plus tôt. Mais là, il se trouve qu'il m'a. Voilà. Et Kramnik, avec qui j'ai travaillé plus tard, il m'a dit tu sais, ces joueurs-là, ils connaissaient Razouev, il avait fait des stages avec Razouev. Et quand ce qu'il m'avait dit en anglais, c'est hit the point, hit the point. Voilà, c'est ça. C'est qu'il a Ça toujours, tombe ouais, juste, il a ouais. toujours, c'est toujours Ouais. intéressant et intelligent à la fin ce qu'il te dit. Tu réfléchis, tu dis ah ouais, Ouais, c'est, c'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup réfléchi aux ouais, échecs et puis à la manière dont formuler les choses. Ouais, les entraîneurs soviétiques, c'est quelque chose. Ouais. Maintenant qu'on a bien, je pense, parcouru ton apprentissage et ta progression déjà vers le titre de grand maître, je te propose qu'on aborde plus spécifiquement quelques hauts points de ta carrière. Je te propose, je vais mettre une position. Tu vas voir si tu reconnais. Alors, bon, c'est une fin de partie, hein. Donc, les, les blancs sont déjà pas mal. Et il se trouve que c'est toi qui as les blancs. Donc, bravo. Alors, 2 secondes. Un grand roc. Il n'y a plus de pion ici. Pas du tout. La dame, elle est là. Hop, 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 hop. ouais. Alors, est-ce que c'est ça? Si j'ai pas Il fait manque d'erreur, le roi doit être en B1. Il manque pas un fou pour les blancs. Non, c'est ça en fait. T'as 2 qualités de plus. Deux Et un qualités de pion. plus. Ça Ouais. va. Ouais, Matériellement, ouais, t'es. non, non, je me souviens du coup, c'est contre Spassky au Grand Prix du Sénat en 2001. Ouais. Alors, Et raconte-nous ce Grand Prix. C'était. Quels étaient. c'est longtemps. De J'ai 2001, battu. c'était hier, hein. Ah, c'était hier. J'ai battu Joël Lotier en demi-finale, ce qui était Bravo. déjà pas mal. Un énorme Parce exploit. que Ouais. oui, il était numéro un français assez clairement. Ah, peut-être qu'il y avait Étienne qui commençait à le Un point pour titiller, le coup mais sur le. il était quand même très très dur à battre. Où il a fait, il a fait ce qui m'est arrivé pour la première fois depuis 25 ans le week-end dernier. Il a fait un coup illégal. Waouh. Ouais. Attends, mais j'étais pas au courant de. Attends, j'étais pas Il au a fait courant un de coup ça, mais illégal. attends, parenthèse. Oui, Le week-end dernier, qu'est-ce qui s'est passé? j'ai fait un coup illégal pour la première fois de ma carrière de grand maître au minimum, où il faisait quand même une chaleur incroyable, où il m'a fait un Alors, échec. c'est vrai, ça. Il faisait une chaleur incroyable quand même, c'était le deuxième jour. Il m'a fait un échec et j'ai Ouais. mangé un pion de l'autre côté. Et 2 coups plus Ok. tard, d'ailleurs, il m'a refait l'échec et j'ai failli remanger et j'ai pas fait ça, j'ai donné une pièce à la place. Ok, bon, refermons cette parenthèse. On Ouais, va donc, dire qu'on coupera et son donc montage, Joël promis. m'a fait un coup illégal et ça a donné une scène cocasse avec l'arbitre qui était pas trop au courant, qui osait pas trop parce que Bien sûr. il Monsieur y Lotier, avait... vous avez fait un coup illégal, ça. Ah non, mais moi j'ai quand même arrêté la pendule, j'ai dit je crois que t'as pas le droit. Ça s'est passé comme ça. Et Joël m'a dit plus tard, avec beaucoup d'humour, que la première chose à laquelle il a pensé, mais qui parle dans le public là Chute quoi. Il a failli dire chute parce qu'il pensait que quelqu'un parlait dans le public. Et donc ça a donné. Et Donc l'arbitre savait pas trop. à l'époque, le coup illégal perdait, non? Le coup illégal perdait. Ouais. Ouais. Et donc l'arbitre savait pas trop. Joël m'a demandé ce que j'en pensais. Sur quoi j'ai dit que je me remettais à la décision de l'arbitre. Bien sûr. Bien sûr. Non, mais c'est Je pas au joueur sentais de que prendre non, une mais l'arbitre décision, bien sûr. était un peu perdu. Et donc finalement, j'ai eu gain de la partie. Donc, mais j'étais de toute façon, c'était en train de tourner, mais c'était pas encore fini. C'était en Ok, side ok. note. Ouais, À l'époque, en plus, sans incrément, donc bien sûr. tout peut arriver.
Donc j'ai eu cette demi-finale assez amusante. Et après, j'ai une finale donc, de prestige contre Spassky où il y a eu quelques nuls. Je crois que c'est le 6e blitz, ça. Donc il y a eu 2 nuls, Ouais. re 2 nuls. Et Nul j'ai dans la gagné, première. et nul dans la première et j'ai gagné la 6e. Ouais. Voilà, mais je Là, me rendais. tu te rappelles ton coup, là, Mais honnêtement, j'ai deux pris coups ici. finaux. Ouais. Ah, j'ai pris Il a ici. joué ça. Il a joué ça et j'ai fait ça. Ah, la petite proposition qui change de Ah oui, table, oui, oui. déjà à Bah, là, je l'époque. gagnais quand même beaucoup de matériel, je crois. Donc, Ouais. ouais, je me rendais pas. Pour dire la vérité, c'est plus tard où j'ai étudié. J'avais pas beaucoup étudié les parties anciennes et tout ça, donc je me rendais pas compte en fait de contre qui c'est que j'étais en train Ouais. de battre, quoi. D'accord. Peut-être c'était Oui, mieux parce que, d'ailleurs. bon, à l'époque, tu étais probablement plus fort que Spassky, bon, qui a continué à J'avais jouer, qui plus était, d'élo qui était encore déjà. un fort grand maître, mais oui, tu avais déjà plus d'élo. Ouais. Évidemment, tu étais sur la pente montante, mais Spassky, quoi. Ouais, ouais, puis il faisait le show, hein, attention, il n'avait pas oublié que c'était un show. Donc Bien sûr. il Bah, parlait, il m'a fait un j'ai grand. vu la vidéo d'ailleurs, hein, elle est Ah, disponible, hein. La vidéo ouais, je sais qu'elle des est disponible. commentaires de Canal Web. Il m'a fait un Gambirois, enfin bon, Mm. c'était le grand show Spassky. Et donc, c'est venu juste après ces stages Ok. Génial. avec le NAO, où c'était 2001, ça a commencé 2001, il y était déjà Spassky, ils avaient déjà recruté Spassky. Et 2002, c'est là où ils ont recruté tous les autres joueurs français. Et donc, voilà, c'est un peu comme ça qu'on a fait connaissance. Mais Génial. évidemment, ouais, c'était très intéressant de travailler avec lui parce qu'il avait bon, il est très talentueux, hein. Il Oui, et est puis un vraiment, charisme ouais, incroyable, ouais, une chaleur aussi. ouais. Enfin, c'est Après 2 heures de travail, il veut plus trop travailler, hein. bien C'est sûr. ça c'était pas son truc, il dit. Et puis après 10 coups d'ouverture, en fait, c'est là où je me suis rendu compte de la différence avec Mm. les futurs champions du monde avec qui j'ai travaillé. C'est au bout de 10 coups, il regardait, bon, là, tu te débrouilles, hein. Tu te débrouilles, on passe à autre chose, t'es bien, ça va, tout va bien. Voilà, donc c'était un petit peu à l'ancienne, mais c'était très intéressant, évidemment. Et dès que je me commençais à mettre des positions dynamiques ou des ouvertures dynamiques, on sentait les coups qu'il proposait étaient assez. Ouais. Ah bah un feeling incroyable, hein, C'était bien pas mal, sûr. ouais. Ok. Je te propose de faire un petit bond dans le temps. Je te mets une autre position. Hop. Alors, comment ça marche? T'as un cavalier là. T'as voilà. Une tour ici. Pas du tout. C'est un faux blanc, un faux noir. Pour les noirs, on est comme ça. Dans ces deux, il n'y a pas de dame évidemment. Toutes mes victoires. Ouais, Il manque des pièces pour les noirs, là. ouais, encore un petit fou. Il manque les noirs ont un pion de moins. Finale dans laquelle les noirs ont sacrifié un pion, mais une tour sur la seconde D'accord, je me rangée. souviens pas précisément, mais si tu me la poses, c'est que D'ailleurs, pour c'est le celle pur ici, c'était pas un contre piège. Romain Edouard. Au Ouais, départage de mon premier exactement. titre, donc en 2010. Par contre, j'ai joué quoi là? J'ai joué tour 1, c'est ça? Ouais, Comme mais ça sur Fou F2, il y a KIA 3? exactement. Ouais, C'est la petite pointe. ouais. Je me rappelle, Ouais, j'avais placé une prépa sur une Grunfeld avec Dame B3. Exactement. Et donc, j'avais gagné cette deuxième partie des partages pour un titre qui me manquait, où j'avais gagné beaucoup de titres de vice-champion, où je jouais sur national depuis très longtemps. Ouais. J'avais eu un traumatisme justement contre Étienne Bacrou, j'avais perdu un match de partage assez fou en 99, et qui m'avait poursuivi un petit peu, j'arrivais plus trop à jouer contre Bacrou. Et même les championnats de France, c'était compliqué. Donc j'ai eu quelques deuxièmes places, mais c'était compliqué de gagner. Et 2010, c'est l'année où j'ai pour la première fois 2700 Elo. Enfin, je jouais bien, quoi. C'était dans la continuité logique, en fait, ce titre. Ouais. De ma saison où je jouais vraiment beaucoup mieux. Où finalement, j'avais un petit peu digéré ce travail avec Kramnik qui s'est passé de 2006 à fin 2008. Et du coup, là, j'ai un petit doute, pardon, j'aurais dû mieux préparer, mais t'étais le troisième, Maxime avait eu 2700 avant toi, ou pas? Maxime a eu 2700 avant moi. Ouais. Ok, ouais, Ouais, d'accord. j'étais le Donc troisième le à avoir troisième 2000 français. à avoir 2700. Ouais. Ok. Quatrième, Ouais. Édouard Romain, justement, donc, Ouais, que t'as battu ici. que j'ai battu. Moi, je les partage. On a fait un gros tournoi. On a fait 5 victoires et 6 nuls chacun. Donc c'était un gros Ah bah, tournoi quand même. C'était beaucoup de points parce que c'était assez fort. Et donc voilà, ce titre qui m'échappait, mais qui finalement est arrivé dans une période où c'était plus ou moins naturel. ok.
Autre petit bond dans le temps, je vais te demander de remettre les pièces. Ouais. On va mettre début de partie, a priori, tu devrais reconnaître assez rapidement de, pardon, de quelle partie je veux parler. Un petit cavalier à 3. Dans le jardin des Tuileries. Exactement. J'ai joué à Chigorin une Paris. seule fois dans ma vie, donc je sais. Bah oui. Je sais donc contre Kramnik, donc Donc l'ancien avec les boss. noirs, évidemment. Hein, c'est Donc là. avec les noirs, donc en 2013, ma meilleure partie de très loin. Je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Je sais un peu. Alors vas-y, dis-nous. Non mais je sais un peu. Dis-nous, J'avais pas gagné la veille contre Adams. J'étais archi gagnant contre Adams et du coup contre Adams c'est pas facile d'avoir des. J'ai beaucoup Des joué. oppositions gagnantes, oui, Oui c'est non pas ça facile. n'arrive pas tous les jours. J'ai jamais gagné d'ailleurs contre Adams. Donc j'ai fait beaucoup de nuls mais j'avais perdu quelques-unes. Et donc c'était énervant parce que c'est à domicile, c'est un super tournoi, Ouais, c'était non, le Memorial Ekin avec Kramnik, voilà. Anand et je sais pas qui avait d'autres. Il y Bon, avait Ding, Maxime. Ding, Garin, l'actuel tout à fait. champion du monde quand même, Levon Aronian, Boris Gelfand. Bon bref, un gros tournoi, Vitiukos, Vidler. Et donc, ça me faisait nul. C'était un très bon début de tournoi, mais j'avais fait que des nuls. Mais là contre Adam, j'étais vraiment complètement gagnant avec 2 pions de plus. Et donc j'ai dit à mon du coup, pour oublier, j'ai passé on a fait un petit resto arrosé. Et donc, j'ai dit à Rapporte qui me secondait à l'époque. Donc, j'ai quand même eu un secondant, un jeune que j'avais entraîné. Il m'avait demandé des cours au départ. Donc, je lui ai donné des cours à Hongrie. J'ai dit, toi, t'es bon, toi. Donc, tu viens comme secondant. Et après, il voulait que je le seconde à Vaikanzé, ce que j'ai fait un peu plus tard. Et je lui ai dit, mais en échange, tu me secondes pendant mon tournoi qui était important pour moi. Bien sûr. Et donc je lui dis, tu te débrouilles. Demain, je joue Kramnik. Je sais pas, il me préparait. Je joue un truc, il me dit Chigorin. Et là, je sais pas, je reprends un verre de vin et je dis, vas-y pour la Chigorin. Et j'ai hyper bien dormi du coup la nuit et j'ai vu je me suis levé un peu tard et j'ai vu le truc et je me suis dit non, je peux pas jouer ça. Puis je me suis dit qu'est-ce que je joue d'autre je joue ça. Trop tard pour ce faire. Ouais, trop tard, c'est midi, trop tard, la ronde est à 14h. Donc trop tard et on envoie. Et j'ai été out of book après, KIC6, il a fait D4. Évidemment. J'ai fait fou G4. Il a fait KIBD2. Ouais. Et là, déjà, j'ai fait Dame D7 pour essayer de faire fou H3. Il a fait H3, fou H5, et il a fait C3. Et là, j'étais déjà out of book. Je me suis dit, j'ai insulté mon Richard. Parce que les blancs déjà menacent de pousser. En fait, c'est vraiment une tentative de réfutation. Tu as mis le cavalier devant le fiancé. Et j'ai réfléchi 20 minutes, j'ai joué au 5. Et je me suis dit, bon, tant pis, je vais perdre en 20 coups aujourd'hui. Et ce que j'ai dit à la conférence de presse, d'ailleurs, il y a Gritchou qui commentait. Et je lui dis, à ce moment-là, j'ai cru que j'allais perdre en 20 coups. Il m'a dit, moi aussi. Ah ouais. Et donc, voilà, ça s'est admirablement bien passé. Et ça fait plaisir de battre un. Il était numéro 3 mondial quand même encore à l'époque. Il est 2806. Bien sûr, bien sûr. Et Kramnik, quoi. Ancien champion du monde et mon ancien. Le seul à avoir battu Gary en match. Ouais, patron, mais en fait, je n'étais pas si impressionné que ça. Parce que le problème, c'est que quand tu travailles avec quelqu'un, j'ai travaillé avec lui de 2006 à fin 2008, donc quasiment. On va y revenir après. Ouais, mais quasiment 3 ans. Et en fait, on faisait des rapides d'entraînement et j'en gagnais. Donc, ok, je perdais sur la globalité, évidemment, mais on faisait des rapides d'entraînement et ça m'arrivait de gagner. Donc, finalement, pourquoi pas aujourd'hui Je sais que je ne suis pas favori, mais je sais que je ne suis pas à 0% non plus. Sur un malentendu. Oui, sur un malentendu, ça peut passer et c'est passé. Ok. Donc, on a abordé plusieurs hauts points de ta carrière individuelle, mais tu es aussi, peut-être même surtout, je ne sais pas, un formidable joueur d'équipe. Que ce soit en France en club ou en France pour l'équipe de France. Alors, est-ce que tu confirmes le diagnostic, que tu arrives à te transcender en équipe, ou alors c'est juste que faisant partie des meilleurs Français, tu fais souvent partie des tout meilleurs clubs, et puis en équipe de France, c'est aussi le fait de tes coéquipiers J'en parlais il n'y a pas longtemps avec Jean-Baptiste Mulon et on reparlait de ces dîners
avec Clichy où il fallait mieux parler français pour avoir les blancs le lendemain. Et donc ça, c'était un avantage que j'avais. Je parle très bien français. Et Bravo. donc, C'est vrai, je ne te l'ai pas dit, j'ai mais je ne l'ai pas mentionné, mais il parle très bien français. je parle très bien Bravo. français, donc c'était pas mal pour. Non, non, je sais pas, c'est peut-être mon style de jeu qui fait que je perds peu. Mhm. Et donc, voilà, j'ai toujours un peu de. C'est donc un Ah, petit point chiffre. Nombre de titres de champion de France par équipe. je pense que c'est 14. Ouais, Je sais que c'est ce que 14, mais je pense que c'est un record. Oui, Pour le bien coup. sûr. Parce que 14, ça paraît quand même. Ça Bon, après, il y a le ça serait chic de trouver. surprenant. Enfin, Nao, on pouvait mettre Oui, un, un pingouin à ma place, il gagnait quand même, hein, parce qu'on gagnait les matchs. évidemment. Je pense pas que sur les 4 ans, en fait, je pense pas que j'ai fait gagner, j'ai fait pencher la balance Bien énormément de sûr. fois. Mais donc, tu as eu des titres avec NAO, puis avec Clichy, Clichy 7 et Bichevillers 3. Visular 3. Voilà, donc il y a le fait de choisir des bonnes équipes et d'être recruté pour ça. Et aussi, globalement, de faire des traits. Avec Clichy, je n'ai pas perdu pendant 7 saisons consécutives, je crois. Donc, c'est quand même beaucoup. Donc, j'ai très bien joué avec Clichy. Bichevillers, ces dernières années, c'est aussi très bien. Ouais, enfin, tu es là dans les grands matchs. Hein, contre Asnières, à chaque fois, ton rôle De bloqueur. de bloqueur avec les Noirs. Ouais, Bon. malheureusement, c'est plus un rôle. Avec Clichy, j'ai un rôle de buteur avec les Blancs. Bon, ce temps-là Oui, mais enfin, est le terminé. remplir, c'est bien aussi. Oui, oui, non, c'est bien aussi. Mais Faire match voilà, nul bon, contre ça marche Maxime bien. avec Je les suis dans Noirs. les meilleurs joueurs français, donc c'est pas une vraie surprise. Mais c'est vrai que ces compétitions par équipe, moi, m'ont toujours plu parce que finalement, on est quand même assez seul et c'est assez individuel. Et donc, je trouve que ça donne il y a un cachet particulier à ces compétitions par équipe. Et en équipe de France, ta première sélection aux Le Olympiades? jour de mes 18 ans, en Waouh! 99, au championnat d'Europe. Voilà. J'ai joué ma première partie en équipe de France le jour de mes 18 ans. Et donc, c'était ma 10e Olympiade, là, en 2022. Mhm. Euh, donc, Bon, ce qui là aussi doit être un record, non? je sais pas, oui, malheureusement. Ça fait beaucoup tout ça. Mais oui, oui, c'est possible. Mais ouais, non, moi, à l'équipe de France, il y a eu un petit. Ouais, moi, je regrette de ne pas avoir. Peut-être on va y venir plus tard, mais en tout cas, c'est un de mes grands regrets. Ouais. Ah bah, c'était tu lis dans mes pensées. Parce que donc là, on a commencé à bien avoir fait le tour de ta carrière. Juste un petit point, un titre qu'on n'a pas mentionné, mais qui réunit tes deux passions d'enfance, c'est 2018. Ouais. Tu avais dit que les premières fois, ça te réussissait pas trop. Voilà, à jamais le Ouais, premier. ouais, c'est ça, jamais le premier. Ouais. À jamais le premier, donc champion du monde Échec tennis. d'échecs tennis. Alors, qu'est-ce que Voilà. c'est que ce sport et contre qui c'était? Alors, il y avait une quarantaine de joueurs, dont pas mal de grands maîtres, Sébastien Mazet, Alexandra Kosteniuk, Pavel Trégoubov, voilà, voilà, on joue un petit peu, on fait 7 rondes d'échecs, 7 rondes de tennis. Et donc, le format, un match d'échecs tennis, ça se passe comment? Alors, t'as un quart d'heure chacun. Pour jouer la partie, tu as 18 points au tennis, tu fais 6 points de tennis, 5 minutes d'échecs, 6 points de tennis, 5 minutes d'échecs. Et c'est soit échec et mat, soit le premier qui arrive à 18 au tennis. Donc Ok. il faut quand même être un peu équilibré. Oui. Pour ne pas perdre tout de suite au tennis ou aux échecs. Et donc voilà, c'est marrant. Il y avait, en demi-finale, j'ai joué un Brésilien qui était ancien top 1000 mondial au tennis. Mhm. Donc quand même plutôt bon. Et 2100 aux échecs. Oui, donc en fait, si tu es totalement nul à un des deux, tu perds forcément. Ouais, tu perds parce que j'ai quand même. Je perdais 15-3 quand je l'ai maté. J'ai compris qu'il fallait quand même que je mate avant qu'il y ait le. Oui, donc 15-3, s'il y a un round d'après, Je dans perdais, tennis, oui, tu très perds, probablement. quoi. Je pouvais perdre 18-0, tu vois, je n'ai pas perdu 18-0. Ouais. Mais enfin bon, 15-3, il me baladait. Hein. Mm. Il était semi-pro de tennis en dehors des cours. Enfin bon, il me baladait bien au tennis. Et aux échecs, c'était chaud parce qu'il y avait 2100. Donc j'ai réussi à le battre en moins de 5 minutes. Mais voilà, ouais, c'était c'était très divertissant. Ça donnait un article dans l'équipe qui était très sympa. Mais voilà, il y a beaucoup de. En fait, c'est pas un hasard si les joueurs d'échecs sont attirés par le tennis et inversement, parce que au final, quand on regarde les sports, en fait, pour moi, en tout cas, c'est des jeux d'adaptation permanente. Tu fais un coup, il te fait un coup. Tu as un feedback Un coup instantané. peut changer, peut te faire péter un plomb. Ah, j'ai pas vu ça, où tu mets une balle dans le filet. Ça peut changer complètement la dynamique du match. Tu es très seul sur le terrain, tu peux avoir tous les entraîneurs du monde avant. Donc il y a énormément de points communs. Le seul truc, c'est qu'il
une grosse gaffe aux échecs, tu peux pas la rattraper dans la partie, tandis qu'au tennis, Oui. bon, bah, c'est juste un Oui. point. Mais au C'est- pire, mais c'est un jeu Sur où le tu as fait un reste, set. et quand tu regardes le top 10 mondial, en fait, que ce soit aux échecs ou au tennis, tu vois que c'est quand même sur le plan mental que ça a beaucoup joué. Au final, on voit que sur le plan technique, ils sont quand même assez proches, à part quelques génies. Mais voilà, il y a beaucoup de. Bah, ça me permet d'aborder un point, je suis contente que tu me permettes cette transition. C'est le point mental. Je pense te connaître suffisamment pour dire que tu aimes bien la compétition. C'est quelque chose qui, je sais pas, qui te fait vivre. Enfin, moi j'ai du mal à comprendre parce que personnellement, j'adore ce jeu. Je suis une des personnes les plus passionnées par le jeu d'échecs que je connaisse, mais je déteste la compétition. C'est un peu dommage, tu vois. Ouais. Tout cet aspect stress, etc. Moi, quand je joue bien, c'est que j'arrive à faire abstraction de la compétition. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer ton rapport, toi, à la compétition? Est-ce que tu aimes bien ce stress? Est-ce que tu aimes bien battre l'autre? Non, j'aime bien ce stress, oui, bien sûr. Euh, de moins en moins, mais ça me manque quand même. Alors, Ok. ça me manque il y a allez, 15 ans. Quand ça faisait un mois que je n'avais pas joué, j'ai quand même envie Mhm. d'aller jouer quelque part. Il faut que ça se passe. Maintenant, c'est plus de 3 mois, voire 4. Donc voilà, ça me manque de moins en moins, mais ouais, l'adrénaline et le fait il y a beaucoup de grands maîtres qui m'ont dit, oh, non, c'est extraordinaire, j'ai commencé à jouer, je me sens, Mhm. ça me rend, je me sens vivant. Ouais, ouais. Ouais, vivant, heureux, quoi. Enfin, ça Mhm. me rend. Ouais, c'est Kassim Janov, on parlait de ça. Bon, il Mhm. venait de faire un très bon résultat en l'occurrence, donc il était aussi influencé parce que Bien c'est sûr. aussi Oui. un jeu qui peut rendre très triste. Oh oui. Donc, ça, on le sait tous. Mais voilà, donc il me parlait, il me dit ça me rend vivant. J'ai trouvé ça le mot un peu fort, mais je comprends l'idée. Mhm. Donc, ouais, j'aime bien l'adrénaline qui monte, voilà, le truc qui. Voilà, c'est quand même rare. Il n'y a pas beaucoup de domaines où on a cette montée, Ouais, je suis ce d'accord. stress et ce processus finalement, peu importe le résultat, Mhm. mais voilà, qui fait que bah, c'est beau. Ok. Et, en parlant de beauté, quel moment t'as le plus ému dans ta carrière, tu dirais? Alors, je voulais revenir parce que j'ai Bien pas, sûr. c'est pas du tout toi qui m'as coupé, mais c'est juste que j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, non, j'ai pas une envie, comme disait Fischer, hein, de briser la résistance de l'adversaire. Je Mhm. prends pas un plaisir particulier. Ouais. Mais j'ai pas beaucoup d'empathie quand je gagne face à mon adversaire. C'est-à-dire que je considère que c'est un jeu et je considère que bah, je gagne. Je suis venu jouer un tournoi pour gagner. Oui. Donc c'est Ok. la vie. Voilà, il faut un qui gagne. Je préfère que ça soit moi parce que je sais pas, c'est la nature qui a fait comme ça que je préfère que ce soit moi. Voilà, donc j'ai pas une empathie énorme, quoi. Donc ça m'aide certainement par rapport. Il y a qui sont, enfin, du coup, Oui, oui. Magnus Carlsen, alors lui, il a vraiment pas de. Voilà, j'ai fréquenté des gens qui étaient. Je me dis, finalement, je suis un bon garçon. Mais Certes. voilà, donc pour revenir sur ce point, sur le coup, le moment qui m'a le plus ému, c'était mon championnat de France parce que franchement, j'en Hmm. pouvais plus ce championnat de France. J'ai joué mon premier Bien national sûr. en 98. Ouais, donc le premier titre en 2010. Ouais, et en 99, en fait, Ouais. dès le début, j'étais pas loin. Parce que Hmm. si je gagnais ce match contre Bacro, c'était vraiment pas loin. Après, j'étais en demi-finale, j'ai des joueurs moins. Peut-être beaucoup plus abordables que Bacro. Et sur la dynamique, je pouvais certainement gagner. Surtout que je faisais en 99, c'est quand même l'époque où, juste avant 2000, où je faisais les normes de grand maître un peu. Enfin, je ne posais pas beaucoup de problèmes. Je ne me posais Oui. pas la question de quand c'est que je vais faire un nombre de grand maître. En fait, quand je jouais un tournoi, en gros, je faisais un nombre de grand maître. Donc je jouais quasiment à. Hmm. J'ai 2600 début 2001, donc je jouais à 2600 déjà. Peut-être pas tout à fait stable, mais en tout cas, je gagnais les points. Je gagnais à chaque liste, je gagnais des points. Et j'arrivais proche. Je suis arrivé à 2600 très rapidement, en fait. En 1 an et demi, sans jouer non plus tout le temps. Donc je jouais déjà probablement pas loin de ce niveau. Et voilà, donc c'était assez frustrant de ne pas gagner. Et voilà, donc ça a été une délivrance, entre guillemets, en 2010 de gagner. Sur le plan purement échéquien, évidemment. Évidemment, tu vas le dire. Ah, c'est 2012. Ouais, c'est 2012 et 2012, les Man Games. les Mind Games où j'en reviens pas, quoi. Ouais, donc les Man Games, qui y avait?
Non, je vais te dire qui j'ai joué. Mais bon, il y avait à peu près tous les meilleurs joueurs du monde sauf Magnus. Sauf Magnus. Et donc à la première ronde, j'ai battu Mamediarov. Deuxième ronde, j'ai battu Guéry. Ensuite, j'ai fait nul avec Grichuk, voilà, qui était vraiment en top 10 mondial à l'époque. Hein, tous. J'ai fait nul avec Kamsky. Ensuite, j'ai battu Nakamura, qui était quand même déjà très fort. J'ai fait nul avec Ding, qui était très bon aussi. Et Karyakin, qui était un expert dans les parties rapides. Et Karyakin, qui est très très fort en partie rapide. Il avait même été champion du monde rapide. Bien Donc sûr. voilà, ça se passe sur 3 jours et que ça continue pendant 3 jours et que tout se passe bien et Oui, qu'à la fin, je gagne. C'était le scénario incroyable. C'était le scénario incroyable, mais il y a eu beaucoup de réussite parce que j'ai joué Maxime à l'époque, Vachier-Lagrave avait eu de la gentillesse de jouer des parties d'entraînement avec moi. Ce qui nous est arrivé un peu il y a longtemps maintenant, mais on a joué énormément de blitz. Quand je parlais avec lui, on a fait plus de 1000 blitz, tu vois. Donc on a quand même beaucoup joué. Et fin des années 2000, début des années 2010. Et donc je lui montrais mes prépas et je les faisais jouer. Et après, il me dit, après le tournoi, t'as joué toutes les prépas sont rentrées. j'ai jamais vu ça de ma vie. Toutes les prépas sont rentrées. Donc voilà, il y a aussi un petit peu de réussite et voilà, tout s'est bien passé. Cool. Eh ben, très contente de finir cette carrière par les Mind Games, évidemment. Juste un conseil qu'on t'a donné, qui t'a marqué, ou peut-être à l'inverse, un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne? Non, je sais pas. En général, rencontrer Razouev et voir comment il réfléchit. Donc, rencontrer Mais un entraîneur soviétique le plus tôt possible. Non, mais prendre du plaisir avant tout. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Enfin voilà, si on peut. Moi, j'ai toujours été guidé par ça. J'ai toujours pris énormément de plaisir à jouer, à commenter ou à analyser ou voilà. Donc ça doit être évidemment pour la 99,99% des gens qui vont nous regarder, qui ne sont pas pros, donc c'est pas le métier. Voilà. Si on ne s'amuse plus, il faut s'arrêter. Après, Très bien. le reste, quand on fait des échecs, tout est. Parce que moi, j'ai toujours été très désordonné et j'avais pas de coach pour me dire quand j'étais jeune. Donc, le truc de faire ci, ça, je sais pas. Être autonome aussi. Attention à ça. Parce que beaucoup de coachs, beaucoup de jeunes, et les parents, ils veulent mettre toujours avec un coach. Alors, mais aussi, il faut préserver, à mon avis, cette autonomie. C'est les premiers cours que j'ai commencé à donner. C'est ce que je dis. Oui, Si ça ne te plaît pas, il n'y a pas de. Oui, il faut aimer jouer, mais il faut aussi aimer travailler. Oui, aussi, évidemment. Mais voilà, garder ce truc et pas écouter forcément. Tiens, Magnus, ce qu'il a dit après un titre de champion du monde, j'ai jamais écouté personne et c'est ça. C'est pas qu'il n'a pas écouté, c'est qu'il a évidemment qu'il écoute et qu'il réfléchit à ce qu'on lui dit. Mais c'est qu'il n'avait jamais écouté aveuglément. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais pris pour argent comptant ce que pouvaient lui dire ses différents entraîneurs, ou son père, ou n'importe qui, qu'il a toujours réfléchi à la chose. Et il dit, c'est ça qui m'a rapporté ce trophée aujourd'hui. Et je pense que, voilà, j'ai trouvé le conseil. Ok, parfait. Juste là, récemment, tu as joué un excellent top 16. Ouais. Juste après, tu as battu Magnus. Bon, c'était sur Internet, mais quand même, c'est battre Magnus dans le cadre d'un tournoi. Du coup, tu fais toujours partie de l'élite française. Tu as des objectifs pour la suite, à part justement prendre du plaisir? Mais je me dis, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, moi, le seul truc qui me manque, ce que je me suis toujours dit, voilà, c'est que, enfin, depuis quelques années en tout cas, le seul truc accessible qui me manque dans ma carrière, c'est un grand titre avec l'équipe de France. Donc, c'est le seul truc qui peut me motiver. Donc je me suis dit plusieurs fois que j'allais. Bon, c'était terminé, que j'allais plus jouer à l'équipe de France. Je trouve que la relève met un peu de temps à arriver, donc j'ai toujours ma place aujourd'hui. En tout cas en termes de classement Elo. Et donc, après c'est le sélectionneur évidemment qui décide, mais si ça pouvait être ça. Parce que ça me. Bien sûr. Quand il y a un truc avec l'équipe de France, c'est pas pareil, je me prépare pas pareil. Je me prépare vraiment pour la compétition parce que j'ai envie de faire bien. Et là, il y a Aliaza qui est là. Voilà, bon, les dernières Olympiades, malheureusement, il n'y a pas pu avoir l'équipe au complet. Donc ça, c'est dommage, c'est une occasion de rater. Moi, il ne faut pas que j'en rate beaucoup là. Oui. Ça commence à urger cette histoire.
Donc voilà, j'aimerais bien ça. Je ne sais pas si c'est réaliste ou pas, mais En tout cas, je crois que c'est ce que tout le monde te souhaite ouais, et qui parce que souhaite à l'équipe de France. bah, sur l'ensemble, moi je trouve qu'on méritait la génération avec Bacro et MVL. Je trouvais qu'on Bien méritait, sûr. on mérite un grand titre qu'on n'a pas eu. Et voilà, ben on verra si ça arrive ou pas. Mais ça serait, oui, si demain je pouvais changer un truc, je changerais une Olympiade, voilà. Parfait. Une médaille d'or, une Olympiade. J'ai eu une médaille d'or individuelle Oui, mais bon, en tant que joueur, mais ça n'a rien à voir évidemment. ouais, on sent. Ou un titre de champion du monde par équipe quand on a joué là à Jérusalem, on a perdu sur des partages, ce qui était dommage. Mais voilà, il y a toujours un truc qui coince à la fin, et c'est dommage. Ok, eh ben, merci, affaire à suivre. Alors maintenant, on va pouvoir aborder d'autres de tes casquettes, notamment celle de secondant. Alors, tu avais commencé à en parler. Le premier grand joueur que tu as secondé, c'est Kramnik. Donc c'était en 2006, et puis pour le match de 2008, c'est ça? Oui, Enfin, vous avez commencé à travailler en 2006. ouais, fin 2006 et jusqu'à fin 2008, ouais, et jusqu'au match. Donc ça se passait très bien. En fait, je le secondais pas vraiment. Il était à Paris Mhm. et donc on se voyait les après-midi pour travailler. Ok. Pour bouger les pièces, en fait. Il n'y avait pas de même de. On était contents tous les deux de faire ça. Mhm. Et donc je ne travaillais pas pour lui, en fait. On regardait des choses ensemble. Il aimait bien bouger les pièces. Les ordinateurs étaient. On travaillait Ouais. encore sur échiquier. Et donc tous les après-midi où on était libres tous les deux, ben, on se rencontrait chez lui et on travaillait. Donc évidemment, boucher les pièces avec. Il était champion du monde à l'époque. Ouais. Donc c'était passionnant. Après, donc naturellement, en fait, dans la suite de la relation, il a eu ce match de championnat du monde. Mm. Donc évidemment, je pense que c'était, vu qu'on s'entendait bien à tous les niveaux, c'était logique de me proposer de l'aider pour ce match. Bon, ça c'est. Oui, bon, le match était perdu. Le match a été perdu, non, oui, enfin, plus que perdu. C'est-à-dire Oui, qu'à la moitié du match, il n'y avait plus aucun espoir. Il avait perdu 3 parties sur les 6 Mm. premières. Donc il n'y avait plus aucun espoir. Et voilà, bon, à la fin, oui, à la fin du match, ça s'est arrêté. Mais j'imagine que tu en as retiré aussi des choses, même pour ta carrière de Bien joueur, sûr, bien sûr. de cette collaboration. Alors pas tout de suite, justement, c'est venu plus tard. Mhm. 2010, il y a eu un petit temps mais effectivement, de voir comment il travaillait, de voir déjà l'énergie qu'il mettait dans sa préparation, c'était assez incroyable. Ouais, le Et puis, professionnalisme aussi. ouais, Enfin, ouais, le fait de. la créativité, le professionnalisme, extrêmement professionnel, oui, c'était incroyable. Mm. Et aussi simplement de comprendre comment il réfléchissait, et de voir. J'ai eu le concept du coup pauvre. J'ai appris le concept du coup pauvre avec Alors mon équipe. apprends-nous, qu'est-ce que c'est le coup pauvre? Ouais, tu trouves pas de réfutation immédiate au coup, mais Ouais, mais, au feeling, c'est pas terrible. Donc, c'est un coup que tu fais il dit, grimacer, quoi. c'est un peu pauvre, c'est un coup de H3, voilà, tu fais un clouage, euh, tu fais un truc comme ça, et là tu joues H3, tu vois, sans réfléchir, tu vois, parce que c'est un Ouais. clouage, tu veux déclouer, c'est quand même un peu pauvre. Donc on Ouais, d'accord. essaye de voir, tu vois, c'est un peu, ça a pas de, tu vois, Ouais, tu fais H3 et tu réfléchis c'est ça. ensuite, quoi. Voilà, donc ça c'est le Ouais, concept c'est du coup cheap, pauvre. quoi, vraiment. Ouais, c'est juste parce que tu n'as pas envie de te casser la tête, le coup un peu mécanique. Très bien. Et donc ensuite, évidemment, le deuxième grand joueur que tu as secondé, Magnus Carlsen. Donc déjà, comment est-ce que tu t'es retrouvé à le seconder? Je sais pas. Non, j'ai joué avec lui un petit peu. On a joué quelques matchs. On a joué au Cap d'Agde 2 fois en 2006-2008. Et même entre temps, on a joué Coupe d'Europe des clubs aussi, mais il me battait quasiment à chaque fois. J'ai fait quelques nuls, mais je perdais beaucoup. Et on discutait après les parties, mais rien de spécial. Mais je crois que j'étais dans le bon. Donc c'était en 2013. En fait, j'étais dans La bonne tranchée l'eau, quoi. ouais, dans la bonne tranchée l'eau, où voilà, à peu près 25e joueur mondial, où je suis pas un danger pour lui, mais je peux quand même travailler pour lui. Donc j'ai été testé en Norvège. Je sais qu'il a invité, je pense, au moins une dizaine de grands maîtres à venir faire des stages avec lui. Donc il a fait des stages continus. Donc moi, mon stage a duré une semaine. Et je racontais récemment, d'ailleurs, j'ai failli refuser. Waouh! Ce stage. Pourquoi? Parce que ma deuxième fille est née. J'ai reçu le mail pour la proposition, elle était née 3 jours avant. Ouais. Et j'avais 4 jours pour répondre. Bon, Donc, s'il y a une raison, c'est bien celle-là. ouais, j'ai été poussé. Je voulais pas en fait, moi, je voulais rester à la maison. Je me suis dit on verra, c'était juste un stage d'une semaine.
Et ouais, quand même, refuser un stage, c'est vrai que au final, refuser un stage avec celui qui va être, bon, c'était à peu près clair à l'époque, Oui, hein, qu'il allait être, il était déjà numéro 1 mondial, oui, qu'il allait depuis dominer les quelques années. échecs. Donc c'était évidemment un test, même si c'était pas spécifié clairement dans le mail, c'était évidemment un test pour être secondant. Et voilà, et donc le courant est très bien passé, donc la fameuse vidéo To Weak to Slow. Il faut Ah, voir, elle a été tournée, enfin elle a été tournée, donc c'était un mec avec oui, au téléphone. un Tiens. téléphone, 3 jours après que je suis arrivé en Oui, Norvège. et ben Donc alors que le vous avez courant l'impression est... d'être un vieux couple. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, il se manque de moi, bon, Ouais. à juste titre. Et voilà, donc il y a eu une sorte de, je sais pas, d'entente immédiate. Et donc voilà, il m'a proposé de travailler pour lui, et simplement pendant les matchs, et très rapidement, il m'a proposé de travailler pour lui toute l'année. Oui, et puis tu t'es donc imposé comme un des piliers. Enfin, donc il y a Peter Heine qui est le chef de secondant, je ne sais pas C'est comment ça? Ouais. l'appeler, le secondant principal, mais toi, tu as toujours été là pour tous les matchs du coup Ouais. de championnat du monde qu'il a disputé, les 5, jusqu'en 2021. Du coup, enfin, le dernier match en 2021. Euh, comment ça a évolué le métier de secondant entre 2006-7, les débuts de ta collaboration avec Oula. Premier, qui est surtout 2008 championnat du monde, et puis 2021 avec déjà les ordis Lila, Ouais, mais moi je etc. trouve que c'est le grand changement, c'est Alpha Zero. Donc Donc c'est 2019, si je dis pas de bêtises. non, c'est arrivé avant décembre 2017. C'est arrivé juste avant le match contre Caruana, parce que Caruana a utilisé Ah Lila oui, oui, tout à déjà, fait. et nous on l'utilisait pas, on n'avait pas compris, on n'avait pas compris le truc. Parce que Lila était faible tactiquement, et donc on l'utilisait pas parce en fait ils utilisaient les deux. Mm. Et donc ça a forcé, je pense aussi, Stockfish à faire beaucoup de progrès Mhm. aussi. Ça a challengé Stockfish qui était Oui, oui. Qui se très reposait largement. sur ses lauriers. C'est ça, exactement. Bah, c'est logique, hein, quand on est le meilleur de très loin. Bon, Mm. bah, pourquoi c'est pas évident de continuer à travailler. Donc ça a créé une sorte d'émulation qui était intéressante. Après, les ordinateurs, je trouve, pas tellement, ils progressaient petit à petit régulièrement. Mais 2017, pour moi, c'est le vrai tournant, où ça devient, malheureusement, hein, pour moi, ça a été Moins moins drôle, intéressant. Ouais. parce qu'on ne peut plus du tout réfuter l'ordinateur. Mm. Aucune chance. On peut pas. Moi, c'était mon amusement, quoi. Voilà, Ouais, d'avoir bien une sûr. idée, de pousser un petit peu, et ça arrivait parfois. Ouais, La ouais. majorité du temps, c'était pas bon, on avait tort. Mais de pousser un petit peu l'ordinateur et de voir, Oui. voilà, il y avait une sorte de L'effet jeu. l'effet d'horizon, il disait non mais ça c'est gagnant, et puis toi tu crois au Ouais, sacrifice, exactement. ça c'est toujours plaisant hein, Exactement. Mais quand maintenant, tu récupères c'est ouais, non. juste, tu laisses tourner toute la nuit. En fait, c'est beaucoup plus. Ouais. Tu fais un copier-coller, c'est beaucoup plus utile Mm, que, que nous, en fait, qui le mm. dirigeons. Donc, ça, c'est devenu quand même. Oui, Ça ça a fait que perdu le charme bohémien Ouais, de... un petit peu. Et le fait que Magnus arrête ses matchs, il y a un deuxième charme de perdu, parce que le Bien match est sûr. quand même marrant, parce que le match, on reprend tout de. C'est ça qui était intéressant dans les matchs. D'ailleurs, on a vu par exemple en 2019 où il fait sa meilleure année de très loin. C'était les fruits du travail de Mm, 2018 où vraiment on a été. 2018 est un match charnière parce que c'est le seul match où on se dit il peut peut-être perdre mm. contre Caruana. Les autres, on arrive. Oui, bah, il y avait un point d'élo. Ouais, il y avait trois points. Ouais, d'accord, 3 points d'élo d'écart. 2832, Ouais. 2835. Et donc, effectivement, on se dit, il peut peut-être perdre. Et donc, on s'est beaucoup mieux préparé que pour les autres matchs. Et ça s'est vu en 2019 où il a balancé Mm. toutes les prépas. Et il a, Bah, il a ouais, gagné beaucoup de parties sur la comme ça. sicilienne avec les noirs. Ouais, sur la Svechnikov, même avec les Ouais. blancs, le D4 était quand même assez propre, même si Mm, contre Caruana, il joue une seule ligne. Nous, on a travaillé 20 mm. lignes. Donc, voilà, donc ça c'était la préparation pour 2018 était peut-être la plus intéressante. Oui, c'est le seul match où vraiment, avant le match, on se dit il peut perdre les autres. Franchement, moi j'ai toujours. Il me dit t'inquiète pas, parce qu'on joue. Moi, je suis un peu le joueur de punching ball au tennis ou au paddle quand il fait chaud. On joue avec lui. Donc, je me rappelle une anecdote où on joue 3 heures, il y a un cagnard pas possible. Je suis dégoulinant et lui, il court encore. Enfin bon. Et il me dit ouais, je suis pas trop en forme, mais t'inquiète pas, je serai en forme pour le match. Je dis, Je sais pas ce que j'ai, non, je suis pas en forme. t'inquiète pas, je suis pas du tout inquiet. Il m'a Mm. regardé, il m'a dit c'est bizarre. Il était un peu étonné de ma réponse, mais voilà, toujours. Après, je dirais que tu es plutôt optimiste, non, toi aussi.
Peut-être c'est ce que tu as Ouais, transmis. là, en Louis, l'occurrence, pour les matchs, j'étais assez réaliste. je suis Vu d'accord. qu'il a Je quand suis même gagné d'accord. les 5. Mais je sais pas. Et ils me prennent pour un fou là-bas. Mais oui, parce que je suis super optimiste. Mais je crois pas. Avec d'autres personnes, ça dépend. Je sais pas. Ok. Peut-être, ça dépend des gens en fait. On me dit pas toujours que je suis optimiste. Certaines D'accord. personnes me disent que je suis pessimiste. Mais au jeu Ça me rassure d'échecs, un petit il peu. vaut sûrement mieux être pêché par Ouais, optimisme bien sûr. que par pessimisme. Dans le futur, tu te revois seconder un éventuel match de championnat du monde ou... J'en sais rien, peut-être. Rien Ok. n'est. Moi, je sais pas ce que je vais faire après-demain. Donc, non, non, on verra selon les différentes opportunités. Voilà, il y a 10 ans, tu m'aurais dit, on aurait fait cette interview, je sais pas, en- on est quoi là? On est en juillet 2023, tu vois. Magnus m'avait pas encore écrit. Hmm. Donc en juillet 2013, et Oui, si bien je sûr. t'avais dit, bah, je vais seconder les 5 prochains matchs d'un des meilleurs joueurs de tous les temps, le championnat du monde, et tu sais quoi, en plus, on va tout gagner. Ouais. On va tout gagner. Tu m'as dit oui, bien sûr. Et voilà, donc je sais pas. On verra, mais oui, bien sûr que c'est pas exclu. Parce que le côté secondant, franchement, avec ces ordinateurs et tout ça, mais le côté grosse préparation, essayer d'amener des positions et reprendre tout à zéro un petit peu en cherchant vraiment des nouvelles idées. Là, c'est plus intéressant que pendant les tournois, parce que pendant les tournois, on fait vraiment pour la partie du lendemain. Hmm. Là, on a plusieurs mois pour se préparer. Ouais, ouais. Et donc, on peut faire vraiment un travail de fond où même on réfléchit, ça sans vouloir se. Mais voilà, on réinvente des choses. La Svechnikov, on remet à jour. La Rossolimo, on est arrivé quand même Hmm. avec des concepts très différents. Donc voilà, on peut réfléchir en partant de zéro, avec un œil, avec un regard nouveau, poser un regard nouveau sur les choses. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Ok. Et l'entraînement vraiment pur, au-delà de seconder, entraîner des jeunes par exemple, ça, c'est quelque chose que tu fais, qui t'intéresse Que ou... je fais un petit peu et qui m'intéresse parce que je sens que c'est là où je suis vraiment utile. Mhm. Et les conseils de joueurs, de toujours joueurs, mais en tout cas anciens joueurs aussi, voilà, je sens que je fais plus progresser évidemment que Ouais. appuyer sur un bouton pour Magnus pendant les tournois. C'est pas, voilà, donc c'est là où je me sens plus utile et donc c'est intéressant. Ça me plaît bien. Ouais. Ok. Eh ben, là-dessus, je te propose qu'on aborde encore une nouvelle casquette que tu as portée, celle de commentateur, streamer et puis dirigeant de Chess24. Alors, comment ça s'est passé ce début d'aventure? Alors comment ça s'est passé? Je faisais déjà des vidéos pour Chess24 grâce à Yann Gustafsson avec qui je m'entendais. Enfin, je Autant m'entends par le toujours. passé. Maintenant, je m'entends très bien. On fait toujours un podcast maintenant ensemble. Donc, un Mhm. ami, voilà, tout simplement. Donc, j'allais chez lui et tout ça. Et il avait dit, peut-être on fera le français et tout ça. Et donc, il y a eu ce merge, comme on dit. Donc, voilà, Play Magnus a racheté Chess24. Et du coup, quand ils ont dit, du coup, c'était une stratégie très ambitieuse de développement. Et donc, lancer l'enchaîne en français était tout à fait naturel. Euh, et donc, du coup, l'idée est revenue. Euh, j'ai eu un entretien d'embauche assez simple. Vu que le CEO a commencé, Sébastien, que tu connais, Bien sûr. a commencé l'entretien en disant que Magnus me recommandait. Et donc, du coup, Ouais. bon, le groupe s'appelle Play Magnus. Donc, Magnus était ravi qu'il y ait cet entretien. Donc, du coup, ça m'a quand même ça Oui. m'a facilité les choses pour l'entretien. J'ai pas eu besoin de trop faire mes preuves. Et voilà, donc ça a commencé. Et donc, on m'a. Alors, d'un côté, c'était quand même. Bah, tu le sais, hein, c'était quand même. Oui, parce que donc tu m'as contacté pour que je travaille à la Chess24 France, donc sous ta direction, Ouais, en tant que community manager, tout à mais fait. bon, pas que. Mais Ouais. encore merci, j'en Non, profite. mais je Et t'en prie. donc Mais je l'ai effectivement, fait parce je suis au que. courant Ouais, mais des arcanes. c'était quand même. D'un côté, c'était une chance parce qu'ils nous laissaient faire, mais on Mm. n'avait pas des budgets limités non plus. Donc, bah, Ouais. c'était le Et studio. puis il fallait payer JB. Ouais, enfin, les JB, ça coûtait très cher. Et donc, les dîners de JB, surtout, les notes de frais. Bon, et donc, ce qui se passait, c'est que d'un côté, bah, c'était tout beau, machin, on avait l'impression que. Mais d'un autre côté, bon, on n'avait pas des moyens illimités non plus. Donc, on était quand même une équipe assez restreinte, avec des Mm. aides où on pouvait faire des choses, mais on ne pouvait pas tout faire non plus. Mais bon, c'était superbe. Enfin, moi, j'étais très content de faire ça. Mais je pense que voilà, c'était pas
Bon, c'était intéressant pour moi, mais c'est vrai que j'ai pas fait. Alors, j'ai fait beaucoup de contenu, j'ai essayé de faire du maximum que je pouvais, mais c'est vrai que je gérais des choses à côté qui. Oui, bah, Peut-être c'était. c'était pas tout à fait mon rôle. Voilà, te recruter, enfin, le processus de recruter, de recrutement, bon, qui a été assez simple hein, pour le coup. Oui, ça va. Voilà, moi j'avais deux critères que j'ai donnés d'ailleurs aussi. C'était mon premier. Alors j'ai deux critères. Donc deux critères, c'est si je pense que la personne va être compétente, mais à la limite, je pouvais pas savoir avec toi. Ouais, Parce que tu n'avais jamais fait ce job. non. Donc voilà, mais je savais que tu étais passionné. Donc je te voyais bien dans ce rôle-là. Donc il y avait deux critères, c'était celui-là et celui que j'avais mis, c'est qu'il faut que j'ai envie de travailler avec la personne. Parce que sinon, je ne vais pas Ouais. m'imposer des trucs. Voilà, on part d'un projet de zéro. Mais donc c'était une belle aventure. Donc, on partait vraiment de zéro parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de. Enfin, tu le sais, il n'y avait pas beaucoup d'abonnés en France. Et donc, bah, ça m'a plu. J'ai fait un truc différent où j'ai fait des réunions, où j'ai Oui, oui, dû gérer des c'est de la gens. découverte du monde de l'entreprise, en fait, Ouais. un monde dont tu Les n'avais gens, pas, euh, les gens que je pas idée. gérais me parlent toujours. Donc, pas trop de rancune. Voilà. Personne Ouais. n'est fâché. Personne n'est parti fâché. Écoute. Non, 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 moi je peux témoigner du coup, ça s'est Mais vraiment non, mais très bien parce que passé. j'ai mes petites humeurs aussi, et j'en suis conscient. Donc Ça voilà, va. j'étais peut-être pas toujours facile, mais voilà. Puis c'était aussi, je découvrais le truc, donc ouais, j'ai découvert plein d'autres trucs. Hein. C'était passionnant. Hein. Puis ça aussi, c'est le truc de TechFresh, tu vois, de faire la technique et compagnie. Ah ouais. Ça me challengeait drôlement parce que j'étais comme Ah bah c'est autre chose que votre stockfish, hein, ça Ouais, c'est sûr. les Hein. gens qui ont pu voir des shows du départ. Les shows du départ, T'as une c'est. progression Oh, croissante ouais, c'est ça, et je suis toujours pas bon. extraordinaire. Donc voilà, j'ai pensé qu'il fallait en rire plutôt que d'en pleurer de ce truc-là. Parce que, bon, au bout d'un moment, ça devenait gênant. Donc voilà, mais j'ai jamais autant appris que, bizarrement, hein, les gens qui ont vu mes prouesses techniques ne vont pas le croire, mais j'ai jamais autant appris qu'à cette période. Tous les jours, j'apprenais des nouvelles choses et je trouvais ça passionnant de challenger et aussi de gérer, Mais, voilà, de discuter donc ça quasiment c'est. quotidiennement. Ah oui, On était tous oui. les jours en contact. Ouais, Voilà. ouais, Donc, ouais. Ah bah, tous et les avec jours. d'autres personnes, enfin, avec une petite dizaine, parce qu'il y avait aussi l'antenne anglaise. Anglaise. Avec une dizaine de personnes, je leur parlais tous les jours, et week-end compris. Donc, c'était quand Oui, non, même. c'était un vrai investissement. Ouais. Ouais, ouais, c'était quelque chose qui me prenait énormément de temps, mais qui était passionnant, et je regrette pas une seule seconde. Très bien. Bon, donc ça, c'est quelque chose que tu referais avec plaisir si l'occasion se présentait Ouf, peut-être. Peut-être pas alors avec par contre, plaisir. c'était les ennuis C'est quand même. fatigant. Oui, 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 non, mais c'était bien Avoir une les fois. conditions. Peut-être, oui, je mettrais un peu plus de. J'ai compris quand même de quelque chose qui était trop compliqué et qu'il faudrait changer. Donc, Ok. oui, il y aurait j'aurais plus de demandes au départ parce qu'au début, moi, je suis arrivé, je me suis dit, oh, c'est génial, tout était génial, quoi. Voilà. Donc, peut-être plus de choses que. Enfin, j'espère, apprendre un minimum de Très mes bien. erreurs. Ok. Alors, et pour aborder le point final, je voudrais qu'on parle un peu de ta vie personnelle. Bon, déjà, je pense qu'il y a un trait de personnalité qui te définit bien, c'est d'être joueur. Évidemment, tu es joueur d'échecs, mais je crois que tu adores tous les jeux, même quand tu ne connais pas un jeu, quand tu apprends les nouvelles règles, tu as le sens du jeu, tu as envie de comprendre. En général, tu comprends assez vite aussi. Donc, parmi les jeux que tu pratiques, souvent, même à un certain niveau, on peut citer backgammon, tarot, Alors, poker. Backgammon, ça fait une éternité que j'ai pas joué. Oh, ok, il est modeste. Alors vraiment, Non, mais tu non, te débrouilles quand même. je me débrouille, j'avais joué à un moment, j'ai passé 6 mois de ma vie à jouer plus au backgammon qu'aux échecs. Ouais, Donc j'avais étudié avec l'ordinateur et tout ça, mais c'est il y a très longtemps. ok. Euh, Poker, ça fait aussi longtemps que j'ai pas joué régulièrement. Il y a moins de. Non, il y a moins de jeux, écoute. D'accord. Il y a moins de jeux qui. Ah, bah, de toute façon, moi j'ai beaucoup joué C'était aussi, quoi le mais il y dernier? a. Tarot, j'ai beaucoup Tarot. joué, mais Ouais, là, ça fait 5 ans que j'ai pas fait une partie de tarot. ok. Donc, Bah, de toute façon, il n'y a pas de jeu qui arrive à la cheville du jeu d'échecs, ça on ouais, est d'accord. Hein. oui, peut-être. Non, mais c'est vrai qu'il y a moins de. Il y a moins de jeux, mais effectivement, oui, c'est un trait de caractère Ok. qui fait partie. Parce que, J'aime bien les nouveaux jeux. Oui. Poker de temps en temps, à la limite. Ouais, ces derniers temps, ces derniers, disons 6 mois, j'ai plus. Peut-être le jeu où j'ai le plus joué, ça va être le poker. Ouais. ok. Et donc, Mais très peu. si tu n'avais pas été joueur d'échecs, tu aurais bien voulu faire quel métier?
Si j'avais pas été joueur d'échecs, oui, c'est ça, moi, c'est la question. Non, mais j'ai dit oui, le droit, l'avocat et tout ça. Non, mais on m'a dit, mais non, mais quelque chose de réaliste, s'il te plaît. Je sais pas. Je sais pas. Non. Non. Peut-être joueur d'autre chose du coup? Possiblement. J'ai l'esprit de compétition aussi, donc il faut que je gagne un minimum aussi. Visiblement, ouais. Il faut que je gagne au tennis. Oui, il Moi, faut que j'aurais tu sois adoré bon. être champion de tennis. Hein. Ouais, juste tes adversaires n'étaient pas là. Ouais, non, mais ouais, c'est ça, j'étais pas bon. J'aurais adoré. Hein. Je pense que si j'avais plus gagné au tennis qu'aux échecs, j'aurais continué le tennis. Mais non, c'est trop dur à dire parce que les circonstances de la vie font que ça nous amène sur des chemins différents. Mais c'est vrai que j'ai pas, évidemment, j'ai jamais eu de passion aussi dévorante, entre guillemets, que les échecs. Ok. Un point que je tenais à aborder, c'est donc tu es papa, l'heureux papa de deux filles, que tu as eu avec une joueuse d'échecs professionnelle également. Comment ça se passe la parentalité entre joueurs et joueuses d'échecs? Comment ça se passe? Alors déjà, peut-être elles ont quel âge Donc, tes filles? la grande a 16 et la petite va avoir 10 ans. Comment ça se passe? Je sais pas, déjà, elles jouent pas aux échecs, donc elles ont appris à jouer aux échecs, mais ça leur a pas plu. Donc moi, on m'a Ok. laissé faire ce que je Très voulais, bien. donc voilà, ouais, ça on a joué assez aux échecs dans la famille. Euh, non, ce qui était compliqué à gérer, c'était finalement pour les tournois, Bah quand oui. on allait en tournoi, donc c'était sa maman qui s'en est beaucoup occupée, qui est venue beaucoup à Paris, qui vient d'ailleurs toujours beaucoup à Paris, et qui Donc s'en occupe, la mamie des filles, ouais, qui elle, est grand maître d'échecs aussi. Et donc, évidemment. ça s'occupe beaucoup, donc ça nous a permis à nos périodes, disons, où on était très actifs, ça nous a permis de pouvoir continuer nos carrières professionnelles pleinement, ou en tout cas de moins les freiner que si on avait s'il y avait Oui, un bien des sûr. deux qui devait rester, ou voilà, ce genre de choses. Euh, oui, je sais pas, j'ai répondu Ouais, ça me complètement va, ou ça me non, va. Non, non, ça me va. Ouais, moi, je trouve que c'est une question importante parce que vous avez tous les deux continué à jouer beaucoup, et alors que pour beaucoup, ça peut être un frein, voire même un arrêt, quoi. On voit souvent Non, des. mais pour dire la vérité, j'ai plus joué qu'elle. Voilà. Ok. C'est- Ça me va aussi. non, mais voilà, pour dire la vérité, pourquoi j'ai plus joué qu'elle? Parce que parce que je gagnais plus d'argent quand j'allais Ouais. jouer, voilà, et que j'ai probablement, je sais pas, je vais me faire tomber dessus, mais Attention. probablement c'est moi qui aimais le plus Ok. aussi La voyager, aller dans compétition. les Ouais. tournois, et voilà. Euh, Très bien. J'y tenais plus. J'avais probablement aussi plus d'invitations à cette époque-là, en tout cas, il y a une dizaine d'années, 10-15 ans. J'avais plus d'invitations dans les tournois. Il y avait plus de tournois où voilà, des joueurs de 1700 sont invités que peut-être le circuit féminin, où elle était une des meilleures joueuses du monde, mais il n'y avait pas tellement de tournois. Mhm. Et puis Donc, moins d'argent. oui, ça c'est absolument certain par contre. Ouais. Mhm. Donc voilà, pour différentes raisons, j'ai j'ai pu jouer à cette époque-là en tout cas. Ça marche. Enfin, je voudrais te poser une dernière question, un peu personnelle. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire d'aimer le jeu d'échecs pour aimer Laurent Fraissinet? C'est pas à moi qu'il faut demander. Ah bah, je ne sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas. On m'a jamais précisé le contrat sous cet angle-là. Donc je sais pas, mais évidemment que je sais pas. Partager une passion commune, forcément, ça crée ça crée des liens, évidemment. Ça permet de comprendre mieux ce que fait la personne. Ça reste quand même ma vie, donc c'est vrai que oui, effectivement, sans être définitif sur rien, mais je pense que ça, certainement, Ça aide. parce Ok. que forcément, ça fait quand même partie de ma vie, c'est pas évident de comprendre pourquoi la personne, ça Bien fait, sûr. ça fait quand même 35 ans qu'elle joue au même jeu. Si l'autre personne n'aime pas le jeu, bon, ben, ça peut poser des problèmes de compréhension. Donc,
Peut-être, mais c'est pas en tout cas, c'est pas la bonne personne que tu poses cette question. Ok, je poserai, je poserai la question. Eh bien, merci mon cher Laurent, c'était très plaisant. J'espère que ça t'a plu aussi de répondre Merci beaucoup, à c'était toutes très, mes très agréable. questions. Merci à Immortal Mais bien sûr, de merci nous aussi accueillir. C'est sympa à de. Fabien à la technique et puis à Ouais. toute l'équipe d'Immortal qui a rendu cette interview possible. Merci à vous, chers spectateurs, chères spectatrices, d'avoir regardé jusqu'au bout cette première interview Immortal. J'espère que ça va vous plaire et que ça va me donner envie d'en refaire. J'ai hâte d'interviewer d'autres joueurs, d'autres joueuses. Et puis, je te remercie encore pour ta disponibilité. Avec grand Je te plaisir. souhaite C'était tout le vraiment un meilleur. plaisir. Et donc, à bientôt. Ciao.